Bonsoir, bonjour tout le monde, content d'être avec vous, Barbara Demers de l'Académie des finances personnelles. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Charles-Antoine Gobeil, qui est syndic de faillite chez l'entreprise Gobeil Groupe Conseil. Et Charles-Antoine va venir nous démystifier un sujet qui est très tabou. Et je te remercie vraiment, Charles-Antoine, d'être avec nous ce soir Aucun là, pour problème. ça. Donc, c'est ça. Fait que, écoute, on va commencer comme ça. Euh, Quand on parle de faillite, on s'entend qu'il y a une espèce de sentiment de honte qui découle de ça. On va faire faillite. Ça, c'est des choses que tu as dû voir certainement. Tu m'as déjà expliqué le régime de ça et j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Est-ce que tu peux expliquer à nos gens qui nous écoutent pourquoi c'est si honteux et qu'on ne devrait peut-être pas penser comme ça au sujet de la faillite? Ouais, absolument, absolument. Premièrement, merci de me recevoir, là, Barbara. Ça fait plaisir. C'est sûr que la mention, le mot faillite, c'est une notion qui existe depuis des centaines d'années. Le système de dette, là, depuis que l'économie existe, le système d'endettement a toujours été plus ou moins présent. Puis si on regarde un peu plus loin, là, à travers les années, du moins ici au Canada, le système de faillite, comment c'était fait, c'est qu'initialement, dans le temps, quand on devait des dettes, puis qu'on devait déposer une faillite, ça venait avec une peine d'emprisonnement. Donc, Oh, ça venait avec. Les conséquences étaient beaucoup plus sévères dans le temps que ça l'est maintenant. Mais le nom, la mention, le mot faillite est resté, c'est toujours le même nom là, qui, qui, qui vient là, à travers les années, mais c'est sûr que le système et le principe de faillite a beaucoup changé et a beaucoup évolué depuis. Donc, historiquement, c'est un mot qui fait peur, mais en réalité, une fois qu'on connaît un petit peu plus le principe, c'est sûr que ce n'est pas, pas une option qu'on va prendre, qu'on va choisir pour le plaisir. Mais une fois qu'on connaît un peu plus comment ça se passe, ben là, on peut se rendre compte que la faillite a en réalité vraiment des bienfaits là, qui peuvent en aider plusieurs. Là, si on peut se sortir un petit peu là, de la cachette là, de ce qui est du mot faillite puis du tabou, on peut se rendre compte que c'est une loi canadienne, fédérale, qui est là vraiment faite pour aider les débiteurs et les entreprises là, qui ont des dettes. super, merci beaucoup de nous démystifier ça. Aucun problème. Et comment est-ce que ça fonctionne, la faillite, Charles-Antoine? Premièrement, quand on veut déposer une faillite, que ce soit une entreprise ou un individu qui a des dettes personnelles, des dettes corporatives, on doit passer par un syndic autorisé en insolvabilité. Ce qui est aussi connu là, sous syndic de faillite. Historiquement, c'était l'ancien titre qu'on utilisait, syndic de faillite. Maintenant, on appelle ça un syndic autorisé en insolvabilité. Parce qu'un syndic, ça ne fait pas seulement des faillites, ça fait, oui, l'option de la faillite est possible. Il y a aussi d'autres options qui sont possibles. Puis je vous dirais que principalement, ce n'est pas des faillites qu'on va faire. On va passer plus de temps à faire de la restructuration, faire des propositions. Donc, la faillite, c'est une option, mais ce n'est pas la seule tâche d'un syndic. Donc, quand on dépose une faillite, on remet entre les mains du syndic l'ensemble de ses biens qui sont saisissables. Donc, il y a quand même des limites à ce que le syndic va aller chercher. Par exemple, une personne qui a des meubles à la maison, des effets personnels, tout ça, c'est protégé. On ne touche pas à la laveuse sécheuse, on ne touche pas à la télévision, on ne touche pas aux biens essentiels du débiteur. On ne touche pas non plus à son véhicule. Donc, je vous dirais que dans beaucoup de cas, il n'y a aucun bien ou il n'y a aucun actif qui vont être touchés ni même inspectés là, par le syndic. Donc, le syndic a un rôle de, si on veut, d'arbitre ou d'intermédiaire entre la personne endettée puis les créanciers. Le processus de faillite fait en sorte que tous les créanciers sont traités de façon égale, puis donne une deuxième chance aux débiteurs qui ont des dettes. Donc, ça permet d'effacer les dettes. Puis, pour ce qui est des créanciers, ça fait en sorte que tout le monde peut être payé de façon égale. Donc, ce n'est pas le premier créancier qui prend des recours qui va être payé avant les autres. Il y a un ordre de priorité. Puis, pour ce qui est de l'ensemble des créanciers, normalement, là, tout le monde est traité de façon égale au prorata. Il y a des exceptions, là, évidemment, là, qui rentrent en bout de compte. Mais essentiellement, ça ressemble à ça. Donc, c'est un processus qui fait en sorte que tout le monde est traité de façon égale, puis qui donne une chance aussi à la personne qui a été, si on veut, malchanceuse de s'en sortir là, financièrement. Donc, la personne ne perd pas nécessairement tout. Il reste quand même un minimum là,
Exact. La logique derrière la proposition, derrière la faillite, c'est que si jamais le débiteur pouvait lui-même liquider ses biens pour payer ses dettes, souvent ces biens-là vont être inclus dans une faillite. OK? Donc, ça va être les biens saisissables. Donc, pour ça, souvent, les gens, quand ils viennent à déposer une faillite, ils ont déjà passé par le processus de liquider leurs biens ou leur épargne, leur placement pour essayer de s'en sortir, essayer de payer leurs dettes. Rendu le jour où ils doivent passer par la faillite, puis encore là, la faillite, souvent, c'est un processus qui est volontaire. Donc, une personne qui dépose une faillite, il n'y a pas une surprise, il n'y a pas quelqu'un qui va venir cogner à la maison, qui va venir saisir les biens. Quand on rencontre un syndic, le syndic explique comment ça fonctionne. Puis souvent, normalement, c'est un processus qui est fait en toute connaissance de cause. Là. OK. Puis quand quelqu'un dépose une faillite, on dit qu'il est en période, qui est failli pendant une période de temps. Dans le cas d'une première faillite, la faillite peut durer soit 9 à 21 mois avant d'obtenir sa libération. Donc, pendant qu'on est en faillite, les dettes sont, si on veut, sont mises sur la glace. Il y a une suspension de procédure. Les créanciers n'ont plus de recours, peuvent plus continuer d'appeler ou d'entamer des procédures contre la personne endettée. Puis, si la personne endettée, si le débiteur respecte l'ensemble de ses obligations, à ce moment-là, il peut obtenir sa libération de façon automatique sans avoir à passer par le tribunal dans le cas d'une première ou d'une deuxième faillite. Dans le cas d'une troisième faillite, ça va être différent. Là, il faut obtenir l'intervention du tribunal. Donc, ça peut arriver. Une fois qu'on est libéré d'une première faillite, on peut en déposer une deuxième. Il n'y a pas de nombre maximal de faillites qu'on peut déposer, mais c'est sûr que la libération va être de plus en plus difficile si jamais on doit repasser par le processus plusieurs fois. Donc, c'est un outil qui est là pour s'aider, mais il ne faut pas non plus en abuser. Non, effectivement. Puis je pense que des créanciers qui pourraient dire à un moment donné, ben écoute, là, après 2 ou 3, on va y penser 2 fois, hein? Exact, exact. Parce que les créanciers ont quand même des recours. Ils ne peuvent pas continuer les procédures contre le débiteur. Par contre, si le créancier a des raisons de croire que le débiteur a abusé ou a commis des actes là, qui sont révisables, ben à ce moment-là, il peut toujours s'adresser au tribunal. Donc, les créanciers ont quand même des recours là, dans le processus de faillite en général, jusqu'à une certaine limite, là, je dirais. Donc, c'est un processus qui est juste, qui est clair, c'est une loi fédérale canadienne. C'est vraiment très encadré. Puis, c'est fait pour justement que d'une faillite à une autre, ce soit le même processus, puis que tout le monde soit traité là, de façon égale. La grande crainte, Charles-Antoine, là-dedans, c'est ma cote de crédit. Qu'est-ce qui va se passer? Peux-tu nous éclairer un petit peu là-dessus? Absolument. La cote de crédit, c'est sûr que c'est la conséquence principale de la faillite. La faillite va avoir une tâche, va entraîner une tâche au dossier de crédit qui va rester là pendant 6 ans après la libération. Donc, la libération de la faillite, c'est là où les dettes sont effacées complètement. Donc, comme je disais tantôt, une personne qui respecte ses obligations va être libérée d'une faillite soit au bout de 9 mois ou 21 mois. Puis, ce qui va déterminer le délai là, avant la libération, ça va être les revenus du débiteur. Donc, c'est uniquement les revenus qui déterminent combien de temps, c'est combien coûte une faillite aussi. Donc, peu importe le montant de dette, ça a, je dirais, pratiquement aucune importance dans le cas de la faillite. L'impact au dossier de crédit, dans une première faillite, on parle de 6 ans. Donc, le 6 ans, c'est le temps que la mention faillite va être indiquée au dossier de crédit. Donc, quelqu'un qui demande, par exemple, une hypothèque, qui a déposé une faillite il y a 4 ans, la banque va voir que le débiteur a déposé une faillite il y a 4 ans. Ça ne veut pas nécessairement dire que la personne n'a plus droit au crédit ou est barrée complètement, mais ça permet au créancier d'être informé que le débiteur a déjà déposé une faillite. Ceci étant dit, le débiteur, une fois qu'il dépose sa faillite, bien, toutes les nouvelles dettes qu'il va chercher à ce moment-là, il en est responsable. Donc, il ne peut pas vraiment s'en sauver. On ne peut pas rajouter des nouvelles dettes dans une faillite. La faillite, c'est un acte il y a une date spécifique. Donc, tout le nouveau crédit accumulé par la suite, à ce moment-là, c'est la responsabilité du débiteur. Généralement, l'impact au dossier de crédit, 6 ans dans le cas d'une première faillite. Dans le cas d'une deuxième faillite, on parle de 14 ans. Donc, c'est 2 fois plus long. Puis, c'est fait pour refroidir un peu les créanciers. Ça a quand même des conséquences, là, la faillite. Là. Oui, on sauve les dettes, puis besoin de rembourser, mais ça va être plus dur d'emprunter à court et à moyen terme par la suite. Par exemple, un débiteur qui dépose une faillite qui veut s'acheter une maison,
Normalement, les banques vont attendre environ 2 à 3 ans après la libération pour permettre, là, pour accorder une hypothèque. C'est ce OK, qu'on voit donc, généralement. Il y a toujours des exceptions. Ça dépend des revenus, ça dépend de la mise de fonds, ça dépend si on achète seul ou avec quelqu'un qui a un bon crédit. Il y a plein de choses qui peuvent entrer en bout de ligne, mais normalement, on parle d'environ 2 à 3 ans après la libération. Donc, même si la note au dossier de crédit reste là pendant 6 ans, ça ne veut pas dire qu'on est barré du crédit, qu'on ne peut pas faire de demande. Ça se fait progressivement. Puis au bout de 6 ans, le crédit, normalement, devrait être rebâti, devrait être rétabli si la personne a fait les bons choix, puis a géré son crédit comme il faut à partir de là. OK. Donc, c'est un petit peu rassurant de savoir que finalement, on n'est pas barré pendant 6 ans après la libération de la faillite. C'est graduel qu'on peut recommencer à emprunter. Exactement, exactement. Puis, tu sais, il y a aussi la mention de le fait là, de la cote de crédit, c'est un point qui est vraiment important pour l'ensemble, là, pour la plupart des gens. Puis, avec, ça se comprend. Par contre, il y a d'autres facteurs aussi qui sont à considérer. Par exemple, si on veut emprunter, la banque va regarder les revenus. Donc, ça prend des revenus stables, puis des revenus constants si on veut emprunter ou être éligible à du crédit. Ça prend aussi un ratio d'endettement qui fait du sens, qui est raisonnable. Donc, le montant de dette par rapport aux revenus qu'on a. Puis, ça prend une cote de crédit aussi qui est bonne. Donc, c'est trois facteurs qui vont être observés par la banque pour permettre à la banque de prendre une décision s'il prête ou non. Donc, quelqu'un qui ne veut pas déposer une faillite, mais qui a des dettes extrêmement élevées par rapport à ses revenus, ne sera pas nécessairement dans une meilleure position que la personne qui dépose une faillite, que son crédit est affecté, mais qui n'a plus aucune dette. Donc, ça permet de. Le crédit mange un coup, c'est temporaire, mais par la suite, c'est pour se remettre financièrement. Donc, il y a plein de facteurs à considérer. La cote au niveau du dossier de crédit, oui, c'est une conséquence, mais il faut regarder la solution dans l'ensemble. Super bien dit, j'aime ça, merci beaucoup. Et il y a une solution, une alternative qui est beaucoup plus utilisée que la faillite maintenant, et c'est la proposition aux consommateurs. Tu peux-tu nous en parler, Charles-Antoine? Absolument. La proposition de consommateur, c'est comme le dit là, le nom, c'est réservé aux consommateurs, donc aux débiteurs consommateurs, les individus comme vous et moi qui ont des dettes personnelles, que ce soit des cartes de crédit, des marges, peu importe, l'impôt aussi rentre dans une proposition, rentre aussi dans une faillite. Puis je dirais que la grosse majorité des gens qui rencontrent un syndic vont opter pour la proposition. Dans le marché, dans l'industrie de l'insolvabilité, les syndics font plus entre 60 à 70 de propositions versus des faillites au niveau personnel. Donc, le syndic de faillite, le terme syndic de faillite perd un peu de son sens là, à ce moment-là. Donc, on voit qu'on fait plus de propositions. Les gens sont plus intéressés, je dirais, là, si je me fie à mon expérience, à la proposition, justement, en partie à cause de la peur du mot faillite puis de ce à quoi c'est associé. La proposition, ce n'est pas une option qui est très connue dans l'ensemble. Là, quand souvent j'en parle avec les personnes que je rencontre, ce n'est pas quelque chose que souvent les gens sont très familiers avec. C'est une option qui est beaucoup plus récente. Historiquement, anciennement, c'était réservé aux entreprises. Les entreprises pouvaient déposer un plan de restructuration qui était une proposition, on dit concordataire à ce moment-là. Maintenant, depuis les années 90, les débiteurs consommateurs, donc les personnes, les individus, ont maintenant le droit euh, de déposer des propositions à leurs créanciers. Essentiellement, la proposition, c'est une offre de règlement qu'on fait aux créanciers. Encore là, c'est le syndic qui s'occupe de faire l'intermédiaire entre les créanciers et le débiteur. On présente une offre de paiement qui s'échelonne sur une période maximale de 60 mois, ce qui est 5 ans. Puis les créanciers ont le choix d'accepter ou de refuser l'offre, contrairement à la faillite où le choix est imposé. Donc, on présente une offre aux créanciers. Les créanciers ont 45 jours pour voter. Si la proposition est acceptée à la majorité en termes de valeur des créanciers, à ce moment-là, la proposition est acceptée. Donc, les créanciers qui refusent sont liés par la majorité. Puis inversement, si on a une majorité qui refuse la proposition, à ce moment-là, on peut toujours négocier là, normalement avec les créanciers, mais la proposition ne passe pas si on n'a pas la majorité en faveur. Donc, ça permet de prendre une entente. Soit on est capable de réduire le montant de la dette, puis il n'y a pas d'intérêt sur la proposition. Donc, souvent, ça va être beaucoup plus facile au niveau du budget puis au niveau des mensualités. Puis le fait d'avoir seulement un versement à faire, par exemple, par semaine, par 2 semaines ou au mois, dépendamment là, de l'entente qui est prise, souvent, c'est ce qui va permettre là, aux débiteurs là, de s'en sortir. Donc, ça permet d'éviter la faillite.
Puis, ça permet aussi aux créanciers d'aller chercher quand même un certain montant sur ce qui leur est dû. Donc, si on y va avec un exemple, là, par exemple, une personne qui a des dettes de carte de crédit pour un montant d'environ 30 000 peut déposer une proposition. On va peut-être pouvoir négocier une entente dépendamment de la situation, dépendamment de ses revenus. Si le débiteur est à l'aise à payer une somme de 15 000 sur une période de 60 mois, ce qui est 5 ans, à ce moment-là, il va sauver la moitié de ses dettes. Les créanciers vont aller chercher quand même un peu moins de la moitié de ce qu'il aurait dû. Puis, le débiteur, il n'aura pas d'intérêt à payer à ce moment-là. Autre avantage de la proposition, c'est que les actifs sont protégés, contrairement à la faillite. Donc, il n'y a aucun bien qui sont perdus, aucun bien qui sont touchés dans le cas de la proposition, comparativement à la faillite. Donc, des fois, ça va être ça le facteur là, qui va faire en sorte qu'on va opter pour la proposition plutôt que la faillite. Est-ce qu'on pourrait avoir le choix ou on n'a pas le choix? Est-ce qu'on peut est-ce que ça peut être impossible, exemple, de faire faillite ou impossible la proposition au consommateur? Dans le sens où est-ce que je peux être obligé de faire faillite ou la proposition? On a toujours, je dirais que la proposition, il faut qu'elle soit acceptée par les créanciers. Donc, n'importe qui peut déposer une proposition de consommateur à condition d'avoir légalement 1 000 de dette et plus, et d'être âgé de 18 ans et plus. Donc, il faut être majeur, il faut avoir des dettes. De façon réaliste, on ne fait pas une proposition avec 1 000 de dette. Ça ne vaut pas la peine. Il va falloir aller chercher un peu plus de. Je vous dirais qu'à partir d'un 5 000 en montant, dépendamment de la situation, c'est sûr, ça dépend des revenus de la personne, ça dépend de son statut, ça dépend des actifs qu'on possède. Mais je dirais qu'à partir du moment où on n'est plus en mesure de payer ses dettes par soi-même, la proposition peut devenir une option qui est intéressante. On n'a pas l'obligation d'y aller avec une faillite, ni d'y aller avec une proposition. C'est toujours à la discrétion du débiteur, donc la personne qui est endettée. La décision vient de soi-même en tant que tel. OK, je comprends. Fait que c'est comme une option qui est offerte, qui est bonne pour tout le monde. Exact. Si la proposition est refusée, exact, on se comprend. Si la proposition qu'on présente aux créanciers n'arrive pas à trouver un terrain d'entente, la faillite n'est pas automatique. Ça reste une option qui est possible. On peut faire une proposition, ça ne passe pas dans le pire des cas, on dépose une faillite, mais ce n'est pas automatique. Donc, on n'est pas obligé de se diriger vers la faillite si jamais on ne réussit pas à trouver une entente avec les créanciers. OK. Et si on fait une proposition, est-ce qu'il y a un impact au niveau de la cote de crédit? Oui, ça fait une tâche au dossier de crédit qui reste là un peu moins longtemps que la faillite, mais l'impact est similaire. Donc, pour ce qui est de la proposition de consommateur, l'impact au dossier de crédit, là, il n'y a pas de différence que ce soit une première, une deuxième ou une troisième proposition. On peut en faire autant qu'on veut, c'est toujours les mêmes conséquences pour ce qui est de la proposition, contrairement à la faillite. L'impact au dossier de crédit en proposition, c'est le plus court des délais entre 3 ans après la fin de la proposition ou 6 ans à partir du dépôt de la proposition. Donc, par exemple, quelqu'un qui prend une entente de paiement sur 5 ans, la proposition va rester là 6 ans maximum, donc 6 ans à partir du début. Pour la personne qui, par exemple, fait une proposition, qui s'engage à verser un montant forfaitaire dans 1 an, à partir du moment du dépôt, l'impact au dossier de crédit va être de 3 ans après la fin de la proposition. Donc, 3 ans après le montant forfaitaire dans 1 an, donc pour un total de 4 ans. Donc, le délai, le temps que que la tâche reste au dossier de crédit en proposition varie en fonction de la vitesse à laquelle la proposition est exécutée. OK, je comprends. Ça peut être une bonne chose, des fois, d'accélérer le paiement de la proposition c'est bénéfique pour le crédit, mais je dirais que l'impact au dossier de crédit, la mention de proposition versus faillite, c'est similaire aux yeux des banques. Ça se ressemble. OK, intéressant, merci. Et Charles-Antoine, tu me parlais qu'il y a des dettes qui sont non libérables. Explique-moi, qu'est-ce que ça veut dire? Oui, à la fois dans le cas de la faillite ou de la proposition de consommateur, quand on dépose l'une ou l'autre des options, il y a certaines dettes qu'on ne peut pas se libérer, même avec la libération de la faillite ou même avec l'approbation de la proposition. Donc, ces dettes-là sont claires, sont établies par la loi. Celles qu'on va voir le plus souvent, ça va être les pensions alimentaires. Par exemple, vous avez une dette de pension alimentaire, que ce soit pour les enfants, pour les conjoints, conjointes. Ça, c'est non libérable. Vous devez les rembourser. Ça va être le cas aussi pour les amendes, les contraventions, l'étiquette. Si vous avez une ordonnance pénale, ça, c'est non libérable. Un jugement de la Cour au civil, ça, normalement, il n'y a pas de problème. Donc, ce n'est pas parce qu'il y a un jugement
qu'il y a un juge qui a fait une décision que nécessairement cette dette-là, elle est non libérable. Il faut vraiment que ce soit une dette qui soit au niveau pénal. Ça va être le cas aussi les dettes reliées à de la fraude. Donc, ce qu'on va voir le plus souvent, là, je vous dirais, dans le type de clientèle qu'on va rencontrer, ça va être au niveau pénal, ça va être plus des dettes au niveau du chômage ou de l'aide sociale. Par exemple, quelqu'un qui travaille en même temps de collecter de l'aide sociale ou qui travaille en même temps de recevoir des chèques du chômage. À ce moment-là, s'il se fait prendre, c'est considéré comme de la fraude. Ces dettes-là sont non libérables. Donc, même avec une faillite ou une proposition, il va falloir que cette personne-là rembourse ses dettes. L'impôt ne fait pas partie des dettes non libérables. Souvent, les gens pensent que l'impôt, on est dans l'obligation de le payer, mais c'est faux. Le gouvernement fédéral et provincial sont traités au même titre que n'importe quel autre créancier dans le cas d'une proposition, dans le cas d'une faillite. On peut négocier sur ces dettes-là ou on peut les inclure dans une faillite et les effacer complètement. Ensuite de ça, autre dette non libérable, on a les prêts étudiants dans certains cas. Donc, les prêts étudiants, ça fait moins de 7 ans qu'on a complété les études. Ces dettes-là ne sont pas libérables. Donc, on doit les payer quand même. Si ça fait plus de 7 ans qu'on a complété les études ou qu'on a arrêté les études, à ce moment-là, le prêt étudiant peut être inclus dans la proposition et sera effacé par la proposition ou par la faillite. Il y a d'autres dettes aussi qu'on va voir un peu moins souvent, mais qui existent, là, qui sont non libérables, qui va être le cas, par exemple, des jugements au civil suite à des agressions sexuelles, des jugements au civil suite à des lésions corporelles causées de façon intentionnelle ou ayant causé la mort, même de façon non intentionnelle. Essentiellement, je vous dirais que c'est assez rare là, qu'on voit ça, mais c'est aussi des dettes là, qui sont non libérables. OK, c'est bon. Et pour terminer, Charles-Antoine, ça coûte combien faire affaire avec un syndic, que ce soit pour une faillite ou pour une proposition, parce qu'il y a un coût à ça, c'est pas gratuit. Effectivement, il y a un coût. Les honoraires d'un syndic, c'est régi par la loi. Donc, c'est les mêmes honoraires pour tous les syndics. Le syndic ne décide pas combien ce qu'il va chercher. Puis, le syndic n'a pas le droit de charger des montants autres que ce qui est déjà compris dans la faillite ou dans la proposition. Donc, dans le cas d'une proposition, les honoraires, ça va être un pourcentage sur la proposition. Donc, par exemple, une personne qui rembourse, comme on parlait de l'exemple de tantôt, un montant de 15 000, va payer un montant de 15 000 au syndic. Le montant de 15 000 est versé dans un compte en fiducie. Puis le rôle du syndic, c'est de redistribuer cet argent-là aux créanciers en suivant l'ordre de priorité qui est prévu par la loi. Puis un pourcentage qui s'en vient au syndic pour payer les honoraires du syndic. Donc, encore là, c'est le même pourcentage, c'est les mêmes honoraires pour tous les syndics. Dans le cas de la faillite, ce qui va déterminer combien doit payer le débiteur, ça va être les revenus. Donc, c'est vraiment uniquement les revenus qui vont déterminer combien est-ce que le débiteur doit payer. Donc, ça va être différent d'une personne à l'autre. Plus on fait d'argent, plus la faillite coûte cher. Puis, si les revenus changent en cours de faillite, tant qu'on n'est pas libéré, bien, le montant à verser à la faillite va changer en conséquence. Donc, le montant à payer en faillite peut augmenter ou diminuer en cours de route. Puis, encore là, les honoraires du syndic, c'est le même principe. On va aller chercher un pourcentage sur le montant total qu'on va aller chercher pour l'actif de la faillite. Puis, on va redistribuer le reste aux créanciers. On va aussi, par exemple, le syndic va aller chercher aussi une cote sur les biens qui sont réalisables. Encore là, les biens réalisables, normalement, c'est tout mis au clair avec le débiteur avant qu'on s'embarque dans un processus de faillite. Donc, il ne devrait pas y avoir de surprise, à condition évidemment que le débiteur là, a déclaré tous ses biens, puis qu'on est au courant de tout. Là. À moins d'avoir des surprises, normalement, les biens, ça fait partie la réalisation des biens fait partie de ce qu'on va redistribuer aux créanciers, sur lequel le syndic va avoir droit à une partie pour payer ses honoraires aussi. Donc, c'est vraiment différent d'une personne à l'autre. Pour ce qui est d'une proposition, il n'y a pas un chiffre magique là, qu'on peut offrir. Des fois, on dit on va rembourser 10 cents dans la pièce ou on va rembourser 50 cents dans la pièce. C'est vraiment différent d'une personne à l'autre. La proposition qu'on offre aux créanciers, il faut que ce soit réaliste, il faut que ça fasse du sens. Donc, souvent, on va regarder le budget, on va voir combien la personne est à l'aise à payer, puis ça va être un offre qui va être présenté par le débiteur. Si on a des biens à ce moment-là où on a de l'actif, où on a des placements, des investissements, on va peut-être prendre en considération ces biens-là dans l'offre qu'on va présenter aux créanciers. Donc, c'est vraiment, on ne peut pas dire quel montant on va offrir aux débiteurs, ça va vraiment être en fonction de la situation de chacun. Mais la meilleure façon, c'est de contacter un syndic, puis à ce moment-là, on pourra voir exactement ce qu'on peut faire. C'est ça, de s'informer effectivement. Charles-Antoine, c'était très éclairant. Merci beaucoup.
Je pense qu'on a fait le tour, à moins qu'il y ait quelque chose qui pop là, dans ta tête. Mais c'est ça, on a vraiment, t'as pas moi, tu as vraiment clairement expliqué la différence entre la faillite, la proposition, l'impact sur la cote de crédit. Puis c'est pas parce qu'on fait faillite ou une proposition que notre vie est finie. On peut recommencer à réemprunter, pas nécessairement après la libération d'une faillite, si on a fait faillite, même avant qu'on peut recommencer. Donc, je pense que pour les gens qui sont vraiment, pour qui c'est vraiment difficile, que c'est la seule option, ben, je trouve que c'est rassurant de savoir que notre vie ne s'arrête pas là pour qu'on peut recommencer. Exact, exact. Ce n'est pas des solutions magiques, mais c'est là vraiment, c'est fait pour aider, donner une deuxième chance aux gens qui en ont besoin, qui ont des dettes. Donc, Oui. puis je dirais que la plupart des syndics offrent des séances de consultation gratuites, donc évaluation de son dossier. Puis le rôle du syndic, c'est aussi de conseiller ou d'informer le débiteur qui a des dettes. Donc, quand on rencontre une personne pour la première fois, on va faire le bilan avec la personne, on va regarder les actifs, les dettes, on va regarder la situation en général, faire un budget. Puis, on va réorienter le débiteur vers soit une ou l'autre des options ou encore d'autres options qui ne sont pas prévues par la loi sur la faillite et l'insolvabilité. Si par exemple, quelqu'un aurait une hypothèque qui peut refinancer ou quelqu'un devrait peut-être opter pour une consolidation de dette auprès de sa banque, bien, le rôle du syndic, ça va être aussi de l'enligner ou de l'envoyer vers la ressource là, qui va être la plus adaptée pour lui. Donc, c'est un processus c'est une démarche qui est gratuite, qui ne coûte rien. Puis, un syndic, c'est vraiment un spécialiste de l'endettement en général. Donc, si vous avez des questions là, concernant les dettes, c'est sûr que la meilleure personne à appeler, ce serait un syndic. Bien, merci beaucoup, Charles-Antoine. Alors, Ça fait plaisir. Charles-Antoine Gobeil de Gobeil Groupe Financier. Je Gobeil sais, Groupe Conseil. Groupe Conseil, j'étais pour dire autre chose. Pas Merci de problème. encore et on se dit à bientôt. Merci à toi, Barbara.